Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à cette visioconférence consacrée à la Colombie et à son peuple en lutte. Euh, Vous savez que depuis quelques semaines, la Colombie est revenue au centre de l'attention médiatique et en fait depuis la fin du mois d'avril, une série de manifestations contre la politique du président a reçu comme unique réponse une répression extrêmement sévère qui a entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes. Alors, que se passe-t-il en Colombie? Quelle perspective pour les mouvements sociaux? Quelle solidarité internationale construire ici? Pour en parler, on a fait appel à deux personnes, donc Jean-Charles Vescovo, qui, Bonjour. bonjour, et qui lui nous parle depuis la Colombie où il réside, et Paul-Émile Dupré, donc, qui est un militant en Belgique et notamment à plus d'un titre, notamment du Comité pour les droits humains, Daniel Gillard. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet, et je vais commencer peut-être par Jean-Charles parce que tu es sur place. Est-ce que tu peux expliquer un peu la situation actuellement? Il y a eu des évolutions ces derniers jours. Est-ce que tu peux nous en parler? Voilà, dire ce qui se passe un peu là. Alors oui, effectivement, donc moi je réside depuis maintenant 5 ans à Cali. Cali, c'est au sud-ouest de Bogota, à peu près pour situer, c'est à 10 heures de route pour passer la cordillère. En avion, c'est 45 minutes. Donc ça fait 5 ans que j'habite là avec ma famille. Et donc effectivement, depuis maintenant un petit peu plus d'un mois, alors la situation sociale et politique s'est dégradée du point de vue je veux dire, de la situation qu'on peut voir de l'extérieur, mais celle qu'on vit aussi dans le pays. Et c'est parti en fait d'une volonté du gouvernement, du président de d'augmenter, d'augmenter la TVA pour, selon lui, financer la crise du Covid. Voilà, c'est le point de départ. Ça peut paraître quelque chose d'assez anecdotique, mais c'est le point de départ en fait. Ils appellent la réforme tributaria, la réforma tributaria, donc la modification de la TVA, et donc sur les produits de première nécessité. Donc ça veut dire concrètement pour la population, augmentation du prix du riz, des lentilles, des fruits, des légumes. Et quand on sait que 80% de la population en Colombie vit déjà dans une situation économiquement très fragile, hein, pour, euh, pour comparer un petit peu avec les chiffres qu'on peut avoir en Europe, le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum, il est aux alentours en convertissant les pesos, il est à moins de 300 euros, moins de 300 euros. Et ça, c'est quand vous avez la chance d'avoir un contrat qui vous permet d'avoir le salaire minimum, hein, parce que à Cali, par exemple, dans la ville, mais c'est la troisième ville du pays, il y a 70% des travailleurs qui sont vacataires, qui travaillent au jour le jour, qui n'ont pas de contrat. C'est des tâcherons. Voilà. Donc, pour eux, même le salaire minimum, ils savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas ça. Donc, une grande partie de la population vit au jour le jour et une augmentation du prix du riz, voilà, c'est c'est l'aliment de base. Ça a déclenché, ça a été voilà l'élément déclencheur. Et donc maintenant, les revendications se sont élargies, hein, parce que quand on écoute, quand on voit un petit peu, maintenant, les gens revendiquent de l'égalité, de la dignité, du respect, le droit à une éducation correcte, à une habitation, à des transports, voilà. Ils aspirent à plus d'égalité, voilà. Parce que globalement, il faut savoir que la Colombie, elle est organisée de manière officielle en strates et stratos, c'est-à-dire en niveau où on met les gens dans des catégories sociales. Donc, il y a les estrato 1, c'est-à-dire état 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Les 1 et 2, c'est vraiment les plus pauvres. C'est ceux qui en ont quasiment que un toit en ferraille à se mettre sur la tête. Les 3 et 4, ils commencent à arriver à avoir des petits appartements dans des résidences de groupe. Et voilà. Et on commence à avoir des gens riches qui vivent un peu comme des Européens avec les stratos 5. Et après les 6, là, il y a 5, 8% de la population qui vit très, 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 très bien. Les stratos 6. Et on aurait même tendance il y en a des tellement riches qu'on les appelle les stratos 7, voire 8, même si officiellement ça n'existe pas, mais il y a des gens, voilà. Donc globalement, il faut comprendre la situation. Il y a des écarts de richesse qui sont, voilà, si déjà en Europe on trouve qu'il y a des écarts qui sont grands, mais en Colombie, enfin, vous pouvez multiplier par 100, quoi. Donc ça, c'est le point de départ et la situation. Donc voilà, et depuis un mois, les gens, les estratos 1, 2, 3, ils sont en lutte tous les jours, en manifestation, des points de résistance, ils appellent ça des points de blocage, pour se faire entendre, voilà, pour pouvoir discuter, négocier. Et en face, malheureusement, comme tu l'indiquais, à l'heure actuelle, la réponse du gouvernement et du président, c'est la manière forte, la répression, la répression, la répression. Donc, des morts, beaucoup de blessés, d'éborgnés, des bras arrachés pour les, voilà. Et c'est effectivement pour eux, c'est très, très, très difficile. Donc, et là, ça dure encore tout ce week-end. Comme on arrive à un mois de lutte, il y a ce week-end, il y a encore beaucoup de manifestations dans toutes les villes, hein. Les capitales, la capitale, les grandes villes, et même dans les villes moyennes qui habituellement sont plutôt assez calmes. Mais là, même dans les villes moyennes, ça bouge. Il y a des manifestations et le gouvernement, plutôt que d'envoyer des négociateurs, plutôt que d'autoriser des comités de surveillance des droits humains, ils envoient la police, les forces spéciales pour réprimer et tuer. Je veux dire, on a même eu à faire des assassinats ciblés de porte-parole, de militants qui ont été clairement identifiés et qui sont assassinés. Il ne faut pas avoir peur du mot. Ils sont clairement ciblés et ils sont éliminés physiquement. Voilà. Mais comment c'est justement ce que tu viens d'évoquer là, c'est une constante dans la façon de gérer la contestation en Colombie depuis plusieurs décennies déjà. On en parlait juste avant de commencer le live. Peut-être que Paul-Émile, à ce sujet-là, tu pourrais comment aussi évoquer tes connaissances et ton expérience aussi sur la question de la politique répressive des gouvernements colombiens successifs. Oui, disons, moi je vais me présenter. Donc en fait, j'ai vécu pendant 10 ans en Colombie dans les années 80 et depuis lors, en sortant, en faisant expulser de Colombie, je suis arrivé en Europe et depuis lors, j'ai continué à suivre en pensant que la situation allait s'améliorer parce que dans les années 80, j'ai connu une aggravation de la situation des droits de l'homme par étapes, enfin d'abord des assassinats, puis des massacres, puis des disparitions forcées, etc. Et c'est toujours des opérations qui sont très coordonnées en fait au niveau de l'État, avec un gouvernement qui apparaît comme un gouvernement civil. Donc on a pris les leçons des dictatures militaires qui sont évidemment impopulaires au niveau international. Donc on a toujours un gouvernement civil, mais derrière ça, on a une impunité qui est garantie par ce gouvernement civil aux militaires, alliés aux gros propriétaires et alliés aussi à des secteurs de la mafia pour assassiner. Alors effectivement, ce qu'on voit maintenant, c'est ce qu'a vécu le peuple colombien depuis des années, mais c'était de façon très cachée aux médias internationaux et même en Colombie, parce que c'était en fait ce qui se passait à la campagne. C'est-à-dire qu'à la campagne, l'armée massacre, l'armée arrive dans des zones qui sont, ou bien où il y a des rebelles, ou alors il y a des mécontentements sociaux, etc. Et elle a carte blanche vraiment pour massacrer les gens. Et donc ici, ce qu'on voit maintenant, c'est que ça arrive dans la ville, quoi. Et ça, évidemment, ça choque très très fort les Colombiens. Alors effectivement,
comme disait bien Jean-Charles, tout le problème, c'est l'énorme inégalité en Colombie. Donc, la Colombie, c'est encore un pays très, très riche, qui a du pétrole, qui a du charbon, qui a des minerais, etc. Et surtout un potentiel agricole absolument phénoménal, beaucoup de biodiversité. Mais c'est le pays le plus pauvre de l'Amérique latine en répartition des terres, par exemple. 1% des gens possèdent 90% des terres, donc ça. Et le premier pays le plus inégal en Amérique du Sud. Donc voilà, ça c'est le résultat du néolibéralisme pur jus, quoi. Il faut bien le dire. Hein. Un pays qui n'a jamais été gouverné par la gauche, qui est membre de l'OCDE, mais dans lequel la pauvreté est terrible et galopante, etc. Et donc, il y a d'un côté cette énorme inégalité, et puis on a un gouvernement d'extrême droite qui est arrivé avec des fraudes électorales, paiement de beaucoup de votes, comme un système instauré, et bon, beaucoup d'irrégularités électorales, avec de l'argent de la mafia, etc., et qui mène une politique vraiment pro-riche et pro-multinationale, quoi. Et donc, effectivement, il y a eu une baisse du PIB de 6,8% en 2020, notamment à cause de la crise du Covid. Et puis, le gouvernement propose cette réforme fiscale, mais en même temps, il y a 1 an et demi, ce même gouvernement a fait des cadeaux fiscaux phénoménaux aux banques, d'une part, et aux entreprises minières, en disant, voilà, on va vous baisser les royalties, etc. Et aux banques aussi, on va vous donner des cadeaux fiscaux annuels, hein, qui continuent permanents, qui sont à peu près du niveau de ce que l'État voudrait récupérer maintenant auprès des pauvres, et en vendant aussi des entreprises publiques très importantes pour que les gens aient l'électricité à un prix normal. Donc l'idée, c'est de combler ce déficit avec cette réforme fiscale et la vente d'entreprises publiques d'électricité. Et donc, c'est ça, là, les gens, effectivement, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, mais derrière ça, les gens, parce que le gouvernement a essayé de faire marche arrière en disant la réforme fiscale ne va pas se faire, c'est une réforme fiscale qui est aussi suggérée par le FMI ou exigée par le FMI, et en même temps, derrière ça, il y a une série de réformes que le gouvernement veut imposer. Donc, aussi la réforme de la santé, en privatisant des pans de la santé. Et alors, c'est vraiment flagrant parce que, par exemple, l'Institut de cancérologie publique, ils veulent le supprimer, mais il y en a un privé qui est déjà prêt, d'un ami du gouvernement, l'homme le plus riche de Colombie, Sarmiento, qui a déjà un institut. Et tout est de cet acabit-là, donc de privatiser et de favoriser des amis de cela. Donc, il y a une réforme de la santé, une réforme des pensions, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps dans les détails, mais voilà, une réforme de l'éducation aussi, qui sont dans le pipeline. Alors, pour le moment, la grève est parvenue à bloquer, d'une part, la réforme fiscale. Bon, on va voir si le gouvernement, après la grève, ne va pas la remettre sur le tapis d'une manière ou d'une autre, et la réforme de la santé. Et il a aussi, d'ailleurs, fait sauter 2 ministres déjà jusqu'à maintenant. Mais par contre, l'attitude du gouvernement est vraiment pas du tout de négocier avec les grévistes. Il n'a pas du tout pris la dimension du mécontentement, surtout des jeunes. C'est surtout les jeunes qui sont dans les rues, et c'est surtout les jeunes qui sont victimes aussi de cette répression. Et c'est un pays énormément jeune, et donc, évidemment, ce sont des masses de jeunes qui sont en rébellion depuis maintenant un mois, pardon. Donc la grève générale était prévue le 28, et alors, vu la force de la chose, ce qui a surpris tout le monde, même ici à Bruxelles, on a cité plusieurs manifestations où, en général, sur la Colombie, je veux dire, on est 20, 30, on est content, ou 40 face à l'ambassade. Là, place du Luxembourg, on était 1000, quoi. Donc, et comme on ne pouvait pas à cause du Covid, nous, on disait qu'on était 50 et la police disait qu'on était 1000, quoi. Donc, c'était vraiment... Et beaucoup de gens qui ont voté pour Uribe, etc., maintenant disent qu'ils ne feraient plus jamais ça. Enfin, parce qu'en fait, Uribe, c'est l'espèce de chef politique de la Colombie, et le président actuel est comme une marionnette de ce type qui s'appelle Uribe, qui a été président de la Colombie, qui a instauré la sécurité démocratique, qui était contre les accords de paix, qui a instauré aussi un système d'assassinat de jeunes, de quartiers populaires, etc., qui passaient qui étaient déguisés en guerrieros après être morts. Donc il y a plus de 6400 jeunes comme ça qui ont été assassinés
par l'armée colombienne, et c'était présenté comme des résultats dans la guerre contre la guérilla. Ça s'appelle les faux positifs, les faux résultats. C'est seulement un des exemples, quoi. Alors, au niveau de la situation des droits de l'homme aussi, pour dire que c'est pas seulement maintenant, mais maintenant, la différence, c'est que maintenant, ça explose dans les médias internationaux quand même, dans les réseaux sociaux et auprès des Colombiens qui ne se rendaient pas compte aussi de ce type de gouvernement. Mais en fait, on a en Colombie à peu près tous les 2 jours, 2 ou 3 jours, un leader social assassiné. C'est-à-dire une personne qui défend l'environnement, qui est contre la corruption, ça. Et dans tout le pays comme ça. Vous voyez, une fois c'est là, une fois c'est là, une fois c'est là. Donc c'est une opération coordonnée. C'est pas facile. C'est du travail de tuer un type comme ça tous les 2 jours. C'est un truc fait, centralisé au niveau de l'armée, au niveau de la police, qui sont en fait un peu la même chose. La police et l'armée sont tous les deux sous le ministère de la Défense, etc. Donc, et aussi depuis la signature des accords de paix, donc il y a eu 1090 leaders sociaux assassinés. C'est énorme. C'est vraiment toute la vie de gauche du pays, quoi, la rénovation possible du pays. Et puis, les accords de paix donc, ont été signés en 2016, alors que les gens qui sont maintenant au gouvernement s'y opposaient. Bon, ils ont hérité de ça. Ils n'appliquent pas cet accord de paix. Et depuis lors, déjà, plus de 273 anciens guerrieros qui ont fait confiance au gouvernement, qui ont signé les accords de paix, ont été assassinés. Donc, on a tous les 2-3 jours, on a la nouvelle entre guerrieros signé en du sang qui a voulu jouer la cause de la paix et qui est assassiné. Du pays. Et je vais passer la parole. Mais merci d'aller. Enfin, c'est bien de revenir vos exposés sont complémentaires, je trouve. Mais tu as évoqué un point qui était assez intéressant dans le traitement médiatique de ce côté-ci de l'océan. C'est assez nouveau, c'est qu'on parle de ce qui se passe en Colombie, alors que voilà, depuis plusieurs années, voilà, tu as évoqué les accords de paix non respectés par le gouvernement, les assassinats de leaders sociaux, des choses comme ça, qui d'habitude n'attirent pas l'attention des médias. En tout cas, en Europe, assez peu. La presse grand public traite l'information, en tout cas, rarement en fait ses gros titres. C'est dû à quoi, à votre avis? Peut-être Jean-Charles, tu as une opinion sur... Alors, du point de vue, de mon point de vue, il me semble que, vu d'ici, il y a eu un article qui a en tout cas fait beaucoup parler, c'est l'article du New York Times qui a grosso modo, je pense que sur Internet il doit être encore disponible, mais à un moment il a dit bon, maintenant ça suffit, c'est beaucoup trop, voilà, parce que avant la Colombie, effectivement, comme l'a un peu dit Polémique, c'est la base, c'est le porte-avions des États-Unis pour l'Amérique du Sud. Il y a 5 bases militaires US. Ils sont présents en masse avec des militaires et donc ils peuvent intervenir pour déstabiliser toute la région, tous les voisins. Donc c'est pour ça que vous entendez souvent parler du Venezuela, parce que justement c'est un gouvernement qui est plutôt opposé à celui des États-Unis, alors que celui de la Colombie c'est un allié. Donc il faut que les choses se fassent plus discrètement. Donc jusqu'à présent, il fallait que ça reste un petit peu, il n'y ait pas trop de publicité autour de ce que faisait le gouvernement colombien. Mais maintenant, c'est tellement énorme qu'effectivement, il y a même certains aux États-Unis qui disent c'est trop, quoi. Et donc cet article-là, il y a une dizaine de jours, il a eu une répercussion ici sur les classes moyennes hautes, sur les classes, sur un certain nombre de responsables. Et voilà, c'est ça qui fait que on en parle un peu plus. Et c'est la pression aussi extérieure sur les Colombiens qui habitent en Europe ou qui ont fait des manifestations devant les consulats, des choses comme ça. Ça a aussi un impact, parce qu'effectivement, le gouvernement colombien, il aime pas qu'il y ait un tweet de l'Union européenne, même si on peut reprocher beaucoup de choses au fonctionnement de l'Union européenne, mais un tweet de l'Union européenne ou d'un membre de l'Union qui dit attention, il se passe des trucs, c'est comme
c'est tout de suite, attention, il y a quelqu'un, voilà, on nous surveille, finalement, on parle de nous, donc ils font, voilà, ils essayent, mais bon, ça n'empêche pas que les militaires, ici, sur le terrain, comme le disait Paul-Émile, ils ont carte blanche, hein, ils font, ils tirent à balles réelles sur les gens et c'est l'impunité totale. Ils infiltrent les manifestations. On a beaucoup de témoignages de saccages organisés, alors qu'ils sont tellement nombreux que s'ils voulaient réellement arrêter les vandales qui détruisent les arrêts de bus à Cali, par exemple, on se demande pourquoi ils le font pas. À un moment donné, on peut pas être complètement naïf. On se rend bien compte qu'il y a une volonté de pourrissement de la situation et puis de dire que les manifestations, les assimiler à des vandales, à des jeunes terroristes qui sont manipulés par le leader de gauche, par le candidat de gauche Petro, par Maduro au Venezuela. Donc, il y a cet amalgame-là qui dit, bon, et il y a un certain nombre de gens parmi les riches, hein, parmi les riches propriétaires qui disent, oui, la Colombie est attaquée par le Venezuela, par les Castro-chavistes. C'est une expression qu'on entend beaucoup ici, le Castro-chavismo. Et donc, il faut défendre le pays contre ces attaques-là. Et donc, c'est normal que l'armée, la police, elle tire et elle tue les manifestants parce qu'ils sont payés par des forces étrangères qui veulent déstabiliser notre pays. Ça, c'est ce qu'on entend dans les médias qui sont à la solde du gouvernement. Mais ça commence à craquer, ça commence à être de moins en moins crédible parce que, et donc forcément, voilà, ça les dérange, mais on se demande, ils n'ont pas forcément, effectivement, il n'y a pas une volonté manifeste de s'asseoir avec des représentants des manifestants parce qu'il y a un mépris de classe qui est vraiment ici qu'on ressent, même quand on est étranger, on ressent un mépris affiché de classe, c'est-à-dire les estratos 6, mais ils disent que les Indiens, que les étudiants, c'est pas leur pays, il faut qu'ils partent, c'est pas eux la Colombie, ils doivent partir, c'est ce qu'on entend. Donc c'est dur, oui. Ouais. Il faut aussi dire que les manifestations étaient très massivement pacifiques, quoi. C'est vraiment des blocages de rues, etc. C'était très créatif aussi, notamment au niveau artistique et tout ça. C'est vraiment une espèce de rénovation culturelle aussi dans la lutte. C'est après le démantèlement des principales guérillas, etc. Donc, c'est une autre manière de passer, de faire une lutte massive. Et c'est très surprenant, disons, au niveau de pouvoir tenir comme ça dans tout le pays. Et quand ça se calme là, ça éclate là. Et en fait, le gouvernement est très désemparé par rapport à une manifestation pacifique. Et donc, ce qu'ils font eux-mêmes, et on a vraiment des images tout à fait claires sur Internet, on voit les policiers bouter le feu à des immeubles, casser des vitrines, etc. Il y a énormément d'images qui circulent ces jours-ci, parce que les gens qui ont le comité de la grève insistent toujours que tout soit vraiment pacifique, etc. Donc la violence est quand même très, très induite d'un côté, mais le gouvernement a ce discours, effectivement, que ce sont des vandales terroristes, etc. Sur ta question, sur la question médiatique en Colombie en particulier, je crois que c'est un peu ce que j'avais commencé à y répondre, mais je peux un peu compléter. C'est-à-dire, la Colombie, on en parlait dans les années 90, au début des années 90, comme le pays de Pablo Escobar, la drogue. C'était la question folklorique, si tu veux, sur la drogue, voilà, la coca et tout ça, voilà. Et on omettait le fait qu'il y a une alliance, en fait, entre ces classes dirigeantes de la drogue et les classes dirigeantes classiques de Colombie. Il y avait en Colombie une espèce d'accord pour que cette mafia existe et des facilités pour que la mafia puisse aussi écouler ses dollars et tout ça. Uribe, qui est un aristocrate de Medellín, était le chef de l'aéronautique. Les avions allaient, venaient, ils partaient avec de la drogue, ils revenaient avec des produits de contrebande, hein, des machines de tout type, etc. C'était tout à fait... Il y avait une alliance, et il y a une alliance aussi sociale entre la mafia qui réussissait et les classes dirigeantes de Colombie, etc. Et en même temps, il y avait une lutte
et un massacre des classes du mouvement social, quoi, qui existait déjà dans les années 90, mais c'est tout à fait, ils ont caché derrière cette supposée grande lutte du gouvernement contre la mafia, etc. Et comme il n'y a pas de gouvernement militaire, il y a des années que la Colombie est toujours dirigée par des civils, depuis les années 50, il n'y a pas eu de militaires. Et en fait, les Colombiens de la classe dirigeante, qui sont très présents aussi, ils voyagent beaucoup à Paris, aux États-Unis, ils sont des gens, il y a une classe dirigeante quand même très internationale, etc., ont gardé donc cette façade civile derrière laquelle les militaires ont carte blanche pour pouvoir assassiner. Et on arrive à des niveaux qui sont hallucinants. Hallucinants au niveau des chiffres, on n'a pas vraiment, mais on est tout à fait au-dessus de ce qui a pu se passer en Argentine, au niveau à cause des années aussi. L'Argentine, c'était l'horreur et une terreur terrible, mais au niveau des chiffres, on est bien au-delà de nombre de disparus en Argentine et au Chili, etc. Et donc les disparus, les assassinés, les personnes torturées. Bon, il y a des choses atroces aussi, des gens. On dit ces jours-ci qu'il y a aussi des centres de torture, des endroits où on découpe les personnes vivantes. Ça s'appelle Casa de Pique. Enfin, bref, dans l'horreur, on est à des niveaux. Mais au niveau international, c'est un gouvernement civil qui sait répondre, qui a beaucoup d'habileté, etc. Et c'est surtout, comme disait Jean-Charles, notre grand allié, le pays donc la Commission européenne. Moi, je travaille au Parlement européen, et dans des réunions, on dit toujours la Colombie, c'est vraiment notre allié. Quel allié? Un allié qui est en train de martyriser son peuple, quoi. Et c'est ça l'allié numéro 1 de l'Union européenne, parce que dans les forums internationaux, ils sont toujours d'accord avec les postures des États-Unis et de l'Europe, notamment maintenant, on le voit sur la question des vaccins, etc. aussi. Donc c'est un pays en fait vendu et qui fait maintenant partie de l'OCDE, qui est observateur à l'OTAN. Enfin, c'est un pays qui ne joue pas du tout la carte des pays du Sud qui essaient de s'émanciper, mais oui, tout à fait un pays c'est vendu. un vrai vassal des Occidentaux. Exactement. Voilà, et donc c'est très difficile donc, au niveau politique un blocage, donc la presse suit aussi assez ça. Et comme je te dis, ils sont habiles parce qu'ils ne font pas. Là, ils n'ont pas pu. Ici, il y a eu une fissure et les médias ont commencé à en parler. Et le pays a toujours appuyé la classe dirigeante colombienne, puisque c'est une classe dirigeante qui a aussi accepté que les grandes entreprises qui étaient publiques avant, mais qui ont été privatisées d'Espagne, recolonisent le pays, etc. Donc, par exemple, El País, les sociodémocrates ont été d'accord avec ce genre de gouvernement, etc., et ont toujours caché ce qui se passait en Colombie. On l'a vu, les commissaires sociodémocrates comme Marine, etc., ont toujours défendu le pouvoir, etc. Donc c'est assez difficile de briser ce silence médiatique. Mais là, c'est en fait le courage des Colombiens qui sont restés là tout le temps en lutte et qui sont exposés, etc., qui a fait que finalement, c'est sorti au niveau médiatique, au niveau international. C'est quand même une grève qui tient le pays depuis un mois, c'est comparable à ce qui s'est passé au Chili, etc. Au Chili, ça va vers la voie électorale, c'est pas fini, mais ça va plutôt bien. On espère qu'en Colombie, il y aura des élections dans un an. Ça sortira aussi dans un changement des questions électorales. Et là, aujourd'hui, justement, l'opposition colombienne a demandé qu'il y ait une mission d'observation officielle de l'Union européenne pour observer les élections en Colombie, c'est-à-dire que 2000 observateurs soient déployés dans le pays. Mais on va voir, parce que je dis, Borrell, par exemple, qui fait partie aussi des sociodémocrates espagnols, etc., qui ont cette alliance avec le PP, enfin la droite espagnole, pour avoir cette complicité avec la classe dirigeante colombienne. Alors, El País, quand même, ces derniers jours, il a quand même sorti des articles critiques sur ce qui se passe. C'est quand même impossible de cacher tout ce qui se passe et tout ça. Mais on va voir combien de temps, quoi, si la question médiatique va se refermer ou pas. Mais je crois qu'au niveau de la prise de conscience du peuple colombien sur place et ici, c'est énorme ce qui vient de se dérouler. Et je crois qu'il y aura un avant et après cette grève. C'est probablement aussi parce que, allez, c'est un des avantages peut-être des moyens de communication actuels, c'est que les mouvements sociaux peuvent produire eux-mêmes leur information et la diffuser au travers d'Internet. C'est beaucoup plus facile qu'il y a quelques décennies, évidemment.
Mais justement, on parle d'un mouvement social. Vous parliez tous les deux de mouvements qui rassemblaient assez largement des couches importantes de la population colombienne qui peut-être avant ne se parlaient pas, se côtoyaient peu dans la contestation. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe ou c'est quelque chose sûrement entre les Indiens et les jeunes. Je crois que les jeunes ne sont pas très organisés, c'est très spontané. Ce sont des syndicats, mais qui ont été décimés depuis des années. Hein. La Colombie, c'est un pays, on disait traditionnellement, quand on a lutté ici contre l'accord de libre-échange avec la Colombie, qui est une honte que l'Union européenne a faite la Colombie, on pourra en parler. Mais donc, on disait toujours, en Colombie, on tue autant de syndicalistes que dans tout le reste du monde ensemble. C'est énorme. Maintenant, c'est plus exactement la même chose, mais c'est une autre. Ils utilisaient d'autres voies. Ils font des procès aux syndicalistes, ils font des assassinats ciblés. Voilà. Mais donc, il y a en Colombie un mouvement indien qui est très important, notamment au sud de Cali, et qui a été à la rescousse des jeunes dans des zones de Cali, là où la grève pouvait avoir des faiblesses, etc. Ils sont arrivés en masse. Ça s'appelle la Guardia Indígena. Ils sont armés de bâtons, simplement. Et ils sont très massifs, ils sont très décidés. Ils ont cette espèce d'autorité aussi de venir de la population indienne. C'est très contradictoire. Il y a beaucoup de racisme contre eux. En même temps, les dirigeants indiens reçoivent aussi beaucoup d'appui et de votes dans les villes. Donc, il y a une contradiction. Il y a un racisme, effectivement, des classes dirigeantes, mais il y a un appui aussi des Colombiens qui se revendiquent aussi et qui revendiquent le mouvement indien, etc. Et donc là, il y a une alliance entre, effectivement, tout ce mouvement de jeunes, etc. Et par exemple, le mouvement indien colombien qui est très important dans cette région-là en particulier. Vers Popayan, oui. À Popayan aussi. Donc maintenant, il faut dire que ça s'est un peu calmé à Cali, où c'était la ville martyre, mais puis ça naît à Popayan, tout est mobilisé, etc. Et puis il y a Jumbo, et puis il y a Tuluá, et puis tous les jours, c'est ailleurs, etc. Et ils ont vraiment voulu faire un exemple de répression sur Cali. Le chef de l'armée s'est déplacé à Cali et il a dit « je vais mater ça en quelques jours ». On est un mois plus tard et les blocages de rue, etc., tiennent toujours, quoi. Donc, vraiment, il y a une résistance populaire qui est très, très, très impressionnante dans un pays où l'armée n'hésite pas à utiliser les armes, les balles réelles, et aussi des espèces ce qu'on appelle le venom, des espèces de canons multiples qui envoient des trucs lacrymogènes, etc. Je ne suis pas spécialisé dans ça, mais qui ont éborgné énormément de manifestants aussi parce qu'ils sont utilisés comme on ne l'a jamais vu dans toute l'Amérique latine. C'est vraiment une violence hallucinante à laquelle on est en train d'assister. Et aussi, je voudrais insister là-dessus, beaucoup de violences sexuelles, c'est-à-dire des femmes qui se font enlever par la police, se font violer comme moyen d'intimidation et de répression. Plus de 30 cas. Et au niveau des forces politiques progressistes, comment des syndicats, on va dire un peu de la gauche traditionnelle hors de ce mouvement quasiment spontané, et c'est quoi leur position, voilà, au-delà des probables échéances électorales? Est-ce qu'il y a des dynamiques qui sont en train de se créer, des choses qui justement pourraient un peu débloquer la situation? Vous parlez tous les deux du fait que la droite a gouverné non-stop depuis plusieurs décennies. Et donc, est-ce que ça peut changer suite à ces mobilisations? Jean-Charles, peut-être Alors, la clé, ça va être effectivement que les classes populaires qui habituellement ne vont pas voter ou parce qu'elles ont matériellement même pas accès à des bureaux de vote, c'est tellement compliqué. Si les classes populaires qui s'abstenaient de gré ou de force, qui s'abstenaient, participent à un vote et votent pour un programme alternatif qui soit différent de celui qu'il y a en ce moment, oui, ça peut changer. Mais en l'état actuel des rapports de force électoraux, l'Assemblée, les députés sont encore majoritairement de droite et soutiennent le gouvernement. Il y a eu une motion pour la révocation du ministre de la Défense, elle a été rejetée parce que majoritairement, les députés ont voté pour qu'il donc, à l'heure actuelle, les rapports de force sont encore favorables au gouvernement, voilà, au sein de l'Assemblée. Mais si
si les gens peuvent aller voter, oui, c'est parce que un exemple pour nous, ça nous paraît évident. Des élections, c'est un dimanche de 8 heures à 20 heures. Donc, en général, on sait que le dimanche, on travaille pas, on y va, c'est sur notre temps libre. Mais là-bas, le dimanche, c'est un jour de travail normal pour la grande majorité de la population. Donc, par exemple, les femmes de ménage ou les gardiens d'immeubles, bah, c'est un jour où ils travaillent. Et rien n'est prévu pour que ces gens-là puissent aller disposer d'une demi-journée pour aller au bureau de vote parce que ils habitent à 2 heures de l'endroit où ils travaillent, mais il leur faut aussi 2 heures pour aller au bureau de vote. Donc, il leur faut une journée complète quasiment. Mais rien n'est prévu en termes de droit, d'organisation, de ça. Donc, il y a plein de gens des classes populaires qui voudraient peut-être aller voter, mais qui peuvent pas. Et moi, ça, je m'en suis rendu compte pendant le vote, sur le vote pour les accords de paix. J'ai parlé avec des employés, des gardiens d'immeubles qui en pleurent le lendemain. Ils disent, ah, moi, j'ai pas pu aller voter parce que, voilà, ils peuvent pas aller voter. Donc, si ces gens-là peuvent aller voter, oui, ça peut faire évoluer les rapports de force. Mais oui, on voit alors qu'il y a vraiment comment, même si formellement les gens ont le droit de vote, il n'est pas, oui. Il n'est pas comment concret. C'est un droit de vote qui est purement formel. Pour les classes populaires, en tout cas. Oui. Ben, et puis quand vous habitez au fin fond de l'Amazonie, le bureau de vote, il est à 4 heures de bateau, par exemple, parce que personne ne va venir vous chercher. Voilà. Oui, il y en a, c'est ça. Parce qu'en ce moment, là, Moi, je voudrais quand même dire aussi que il y a quand même. Oui, polémique. Oui. Bon, oui. Alors oui, je voudrais quand même peut-être être un petit peu plus optimiste que Jean-Charles. Donc, je suis tout à fait d'accord. Il y a une machine électorale, il y a énormément de corruption, beaucoup d'argent dans la question électorale, de l'argent de la mafia, etc. Mais quand même, aux dernières élections, il y a eu un candidat de la gauche qui a rassemblé 8 millions de voix. Donc, le gouvernement, avec toutes ses fraudes, etc., a eu, je crois, 11 ou 12 millions de voix, etc. Mais la différence n'est pas si énorme que ça, etc. Et actuellement, le gouvernement est dans une... Même avant la grève, était extrêmement impopulaire et prévu que si la gauche pouvait s'unir, la gauche devrait gagner, normalement. Alors, c'est ça tout le problème. Il y a aussi beaucoup de problèmes. L'élection présidentielle. Là, etc. Oui, les présidentielles, etc. Ouais. Et alors aussi, celui qui est à la présidence, etc., enfin, a accès aussi à des fonds incroyables qu'on appelle la marmelade, donc la confiture. Et en fait, il y a une corruption politique qui est très, très importante. Effectivement, bon, et il y a une partie du Congrès qui est carrément directement financée par la mafia. Il y a tous ces problèmes-là existent, mais je crois quand même que ce qu'on a vu ces jours-ci, etc., c'est quand même une lame de fond. Et si ça pouvait arriver jusqu'aux élections, ça pourrait faire très mal au pouvoir et ça pourrait éventuellement faire tomber s'ils n'utilisent pas la violence pour assassiner, etc. Alors il y a d'autres choses qu'ils pourraient faire. Ils pourraient aussi déclarer l'état de commotion intérieure. C'est une des choses qui pourrait arriver ces jours-ci, avec le gouvernement, avec sa majorité au Congrès, décide qu'il y a commotion intérieure, et à ce moment-là, il décide de reculer les élections parce qu'il a peur de les perdre, pour une raison ou une autre, etc. Et il décide aussi d'en finir avec quelques éléments de l'accord de paix qui existent quand même, parce que cet accord de paix n'est pas appliqué par le gouvernement, il est appliqué par la guérilla qui a remis les armes, etc., et qui se fait massacrer, mais de l'autre côté, n'est pas appliqué par le gouvernement. Mais il y a quand même certains éléments, notamment une justice alternative qui permet d'avoir un peu la vérité sur ce qui s'est passé, etc. Ça s'appelle la REP, donc la justice spéciale de la paix. Et cet état de commotion intérieure pourrait supprimer ces instances qui sont ennuyeuses pour l'uribisme parce que les militaires commencent à dire qui nous demandait de tuer les gens, ben c'est les grands propriétaires, ce sont les entreprises multinationales. Et donc, à travers cette justice de la paix, on commence à savoir beaucoup qui est derrière cette violence que subit la Colombie depuis 30 ans. C'est-à-dire que ce sont vraiment cette caste, des strates
7, 5 et 6 dont parle Jean-Charles, c'est ces gens-là qui payent en fait les militaires et avec des civils, ça s'appelle les paramilitaires, qui assassinent en fait les syndicalistes, les dirigeants sociaux, les gens qui luttent contre la corruption, les écologistes, etc. Il y a beaucoup de gens qui défendent l'environnement qui se font assassiner, etc. Donc voilà, la situation est quand même, c'est un peu difficile à savoir. Au Chili aussi, on n'aurait pas prévu un changement. Il y a quand même une vague de fonds et ça s'est traduit de façon électorale. C'est pas totalement exclu en Colombie non plus. On a quand même un gouvernement extrêmement affaibli maintenant et beaucoup de gens, notamment à Bruxelles, des gens qui disent moi j'avais voté pour Uribe, etc. C'est fini, plus jamais pour ces gens, etc. Donc à voir, quoi. Moi, je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils ont tout verrouillé, qu'ils vont pouvoir tout verrouiller. Excusez-moi, j'avais laissé mon micro coupé. Peut-être, avant de laisser un espace pour les interactions avec le public, une petite dernière question. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire ici en tant que progressistes en Europe pour soutenir ce mouvement, cette contestation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut organiser la solidarité? Et pas uniquement cette contestation, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les progressistes colombiens en Europe, en tout cas? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne sais pas si on peut organiser concrètement cette solidarité. Ce qui existe déjà, évidemment, mais comment faire ça? Déjà, la première des choses, c'est effectivement maintenir la pression sur les ambassadeurs à l'extérieur, faire des rassemblements, des manifestations devant les consulats, devant les ambassades de Colombie dans les différents pays. Ça, c'est déjà quelque chose qui peut être relativement facilement organisable. Après, concrètement, il y a pour soutenir les mouvements, la jeunesse ici qui s'engage, qui est engagée depuis plus d'un mois. Il y a, vous savez que l'argent, pour être honnête, ils ont besoin de financement pour acheter des casseroles, pour acheter de la nourriture. Cette semaine, par exemple, avec un ami, il a reçu des fonds d'une organisation allemande et d'un syndicat français. Alors c'est un peu compliqué parce que les manifestants, la jeunesse en tout cas, ils sont à 99%, ils n'ont pas de compte bancaire. Donc, il faut passer par des intermédiaires parce que là, pareil, le système bancaire, on pourrait faire une émission dessus, c'est pareil, un compte en banque, c'est déjà, avoir un compte en banque, c'est déjà être dans une catégorie sociale, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Donc, récolter des fonds, c'est déjà tout un mécanisme. Donc, il faut trouver quelqu'un qui ait un compte et après qui reverse l'argent. Et après, ça leur permet d'acheter à manger, de distribuer de la nourriture. Voilà, moi, j'ai participé à de la distribution de nourriture aux jeunes qui sont en première ligne. À Cali, il y a les premières lignes. Et donc, manger autre chose que du riz et des lentilles, pour eux, c'est déjà fantastique. Donc, quand ils peuvent avoir ça, avec des finances qui viennent d'Allemagne, de France, de Belgique, d'Europe, voilà. Et alors, par l'intermédiaire d'organisations, vous avez des contacts en Belgique avec des organisations qui peuvent servir d'intermédiaires. Voilà, il y a ces possibilités-là. Concrètement, oui, 10 €, même pour dire 10 €, c'est l'équivalent d'ici de 45 000 pesos. Mais avec ça, oui, vous pouvez nourrir pendant 2 jours 10 personnes. Donc, c'est déjà énorme. C'est des choses concrètes qui, pour nous paraissent évidentes, voilà, mais qui ne le sont pas tant que ça pour les gens sur place. Voilà, quand on est sur place et que on doit être vigilant 24 heures sur 24 parce que la journée sur les points de résistance, ça se passe à peu près bien. Il y a une organisation qui est mise en place avec du programme pédagogique, des actions culturelles. Mais le plus dangereux pour les manifestants, c'est la nuit. Dès que la nuit tombe, effectivement,
Là, voilà, donc il faut être en mesure de pouvoir se protéger, de pouvoir manger avant, enfin, et d'organiser des rotations pour pas se faire attaquer. Donc ça nécessite de la logistique. Oui. Donc c'est des choses concrètes, oui, qui peuvent être faites. Envoyer de l'argent. Oui. Et comment, Euh, mais toi, oui, je voudrais voilà, quand pour même les dire, mines, hein, parce que, tu fais partie d'un ouais, comité ouais. spécial, donc tu peux en parler. Oui, 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 non, mais il y a plein d'initiatives. Les Colombiens sont très mobilisés. Il y a plein d'initiatives qui surgissent, des groupes qu'on ne connaissait pas ou qui se sont créés. Et donc, il y a des fêtes qui sont organisées pour récolter des sous, certaines clandestines aussi avec l'histoire du Covid, etc., ou bien ils trouvent des moyens de faire des choses en plein air, etc., pour récolter de l'argent. Donc, ça se fait. Il y en a eu tous les week-ends passés. Il y a eu des gens dans différents lieux à Bruxelles qui ont organisé ça et qui ont essayé d'avoir de l'argent. Il faut dire aussi que les Colombiens ont une culture très très riche au niveau musical et tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de Belges, syndicats, etc., qui veulent ou bien de l'information ou bien aussi des musiciens, etc. Il y a des musiciens, des artistes de divers types, etc., qui sont disponibles pour se rendre auprès de syndicats en Belgique, etc., qui voudraient éventuellement organiser des journées de solidarité pour la Colombie pour récolter un peu d'argent qu'on puisse envoyer. Nous, on peut donner des références, des lieux, enfin des organisations, des comptes bancaires à qui envoyer ça directement. Ça ne va pas passer par nous. On peut dire, voilà, le compte bancaire de telle organisation indienne, la garde indienne, ou bien les gens de première ligne, etc. Il faut faire attention, effectivement, il vaut mieux passer par des organisations pour avoir les références, hein, des organisations comme nous ou comme d'autres, etc., pour envoyer de l'argent. Et donc, on peut, en Belgique, organiser quelque chose, une soirée sur la Colombie. On peut avoir des musiciens qui animent la chose, nous pouvons les renseigner. Je crois qu'il y a aussi une autre chose. Donc, nous, on a fait déjà des manifestations. Il y a presque une manifestation, deux manifestations par semaine pour le moment sur Bruxelles. Actuellement, ce soir, il y en a une, par exemple, au cinquantenaire à Bruxelles. Il y en a une dimanche passé. Il y en a une mercredi de la semaine avant. On a fait aussi une manifestation en bicyclette jusqu'à l'ambassade et on a fait une chaîne humaine face à l'ambassade. Donc, les Colombiens sont très mobilisés au niveau mondial, etc., avec leurs amis des pays résidents, etc. Mais il faut que ça continue parce que la grève sur place continue et parce que même après la grève, la chose ne sera pas terminée, etc. Moi, j'insiste beaucoup sur la question politique, c'est-à-dire qu'il faut aussi que nous agissions par des lettres, etc., à nos dirigeants politiques, auprès de la ministre des Affaires étrangères belge, qui décide au niveau européen de la politique sur la Colombie, etc. C'est plus possible qu'on continue à considérer la Colombie comme un gouvernement allié, alors que c'est un gouvernement qui a des niveaux de répression qui sont bien au-dessus de ceux de Pinochet, etc. C'est hallucinant qu'on continue à tenir ce discours-là, c'est notre allié, on ne va pas l'embêter, etc., parce que ce n'est pas le Venezuela, parce que non, c'est un pays terrible au niveau pauvreté, effet du néolibéralisme, répression, saccage du pays, destruction du pays aussi au niveau écologique, etc. Et donc, je crois que là, il faut voir si on peut plus agir. Nous, on a une action actuelle aussi pour suspendre l'accord de libre-échange avec la Colombie. Donc, on a lancé ça s'appelle SOS, suspension de l'accord de libre-échange entre la Colombie et l'Union européenne. Pourquoi? Parce que le commissaire de Gucht, le libéral belge là, qui était commissaire, au nom de la Commission européenne, quand il a demandé de faire ratifier l'accord de libre-échange par le Parlement européen, le parlementaire ne voulait pas ratifier parce qu'il y avait quand même des violations de droits de l'homme tellement évidentes déjà à cette époque-là. Et lui, il a dit, écoutez, l'article 1, c'est une clause des droits de l'homme. C'est facile à activer, elle est dedans, dès qu'il y aura des violations de droits de l'homme, nous allons l'activer. Voilà, c'était en 2012, on était en 2021, et avec toutes les atrocités dont on vous a parlé, etc., l'Union européenne n'a pas commencé à menacer de l'utiliser, la Belgique n'a pas demandé, on n'a pas commencé à dire on pourrait utiliser la clause et suspendre l'accord de libre-échange, même si on ne le veut pas tout de suite. On peut le faire d'ailleurs, c'est très possible de le faire, on peut le faire de façon temporaire, donc suspendre temporairement. On peut le faire de façon partielle, on peut simplement dire pour tel et tel produit, qui sont des secteurs dans lesquels il y a beaucoup de paramilitarisme, beaucoup d'assassinats, etc. Je sais pas, la palme africaine, etc. On peut suspendre ça, ces importations de palmes africaines, etc. Mais rien de tout ça n'est fait, etc. Et ça, c'est très scandaleux. Donc, on est en train on a lancé cette pétition en ligne. On essaie aussi d'avoir. Et alors, il y a une chose intéressante sur Bruxelles, je veux quand même le signaler,
c'est que le Parlement wallon, malheureusement, quand il y a eu un changement de majorité avec les libéraux, etc., bon, il a voté en faveur de cet accord de libre-échange. Mais cet accord de libre-échange avec la Colombie, depuis 2013, en fait, il est toujours en application provisoire et non pas en entrée en vigueur, parce que le Parlement de Bruxelles refuse de le ratifier. C'est le seul Parlement de toute l'Union européenne, et donc ça ne permet pas à la Belgique de le ratifier. Et donc nous, on voudrait, dans les mois qui viennent, demander au Parlement bruxellois, il y a une majorité de gauche, de le mettre à son agenda et de rejeter cet accord pour créer la crise et pour obliger la Commission à être sérieuse quand elle dit on veut traiter avec des gens qui respectent les droits de l'homme. Donc ça, c'est une des choses qu'on pourrait faire. Il faut insister auprès des mandataires bruxellois et de la Fédération, parce que ce sont deux parlements, le Parlement bruxellois et le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il faut dire c'est parfait. Malgré la pression de la Commission européenne, non, il ne faut pas ratifier cet accord. Il faut exiger, au contraire, il faut le rejeter et exiger un changement de politique vis-à-vis de la Colombie, parce que cet accord est mauvais au niveau des droits de l'homme, mais il est aussi mauvais au niveau du développement soutenable et des droits sociaux. Il est catastrophique. Il faut bien dire que nous, on exporte de Belgique des frites congelées à un pays qui est l'origine de la pomme de terre, quoi. Donc, on est en train de casser l'industrie, enfin non, les petits agriculteurs, producteurs de pommes de terre. Ils étaient tout à fait ruinés, quoi. Ils ont manifesté pendant des mois, il y a quelques mois, etc. Et c'est la même chose avec les produits laitiers, etc. On n'a pas besoin de faire ça, d'envahir les marchés paysans là-bas, en apportant par contre de la palme, de l'huile de palme, etc., pour mettre dans les moteurs de nos voitures, etc. Cet accord de libre-échange est une aberration. Et donc, je crois qu'il faut s'opposer à ça. Il faut être fier que le Parlement bruxellois s'y soit opposé jusque maintenant. Il faut encourager à ce qu'il le rejette. Ok, ben ça nous laisse pas mal de perspectives pour essayer de faire avancer, en tout cas, sur la prise de conscience et sur les moyens de pression qu'on a ici, assez concrets, mine de rien. Alors, on me signale qu'on n'a pas de questions dans le chat, donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous avez été d'une clarté exceptionnelle et on avait bien préparé les questions. Donc, c'est très bien. Mais je pense qu'on peut clôturer ici. Merci encore pour votre temps et encore toutes mes excuses pour les problèmes techniques de la semaine dernière. Non. Merci d'avoir assisté. Merci à la Fondation Jacques Motte. Hein. Oui. J'espère qu'on pourra rapidement organiser peut-être des actions de solidarité aussi avec sur tous les points qui viennent d'être évoqués. Je vais vous demander de rester encore en ligne quelques instants, vous, et pendant qu'on termine le live sur Facebook. Pour celles et ceux qui nous auraient attrapés en plein vol, l'intégralité de la vidéo sera disponible sur les réseaux sociaux et sur YouTube dans le courant de la semaine prochaine. Donc, vous pourrez la revoir à votre aise. Et n'hésitez pas à nous contacter pour plus de questions, si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur le sujet. Encore merci à vous deux et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir. Au revoir, Jean-Charles. Bonne chance là-bas. Avant de clôturer, Paul Émile parle du collectif Daniel Gillard. Donc, pour les contacter, l'adresse mail, c'est d.gillard@collectif au pluriel.net. Et on le mettra sur la page de l'événement pour que les gens puissent vous contacter. Oui, effectivement. Bien, merci beaucoup. Et à très bientôt. On peut aider des gens qui veulent organiser quelque chose avec des contacts, avec des Colombiens, de la culture, etc. Volontiers. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne fin de soirée pour chez vous. Oui, bonne journée. On attaque l'après-midi, nous. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, bon après-midi.